nous sommes réunis aujourd'hui pour parler justement de la question des démembrements de propriété avec son Excellence, Monsieur le professeur émérite Brahim Najjar. S'il existe en réalité, tel que l'on a souvent affirmé, une hauteur où tous les horizons de la pensée se rejoignent, où la noblesse de l'esprit embrasse l'action et le concret, où la science se conjugue à la grandeur de l'humanisme et s'entrelace dans une danse nuptiale ô combien fiévreuse et tourmentée, cette attitude serait un homme et l'homme s'appellerait Brahim Najjar. Brahim Najjar, l'homme, est un humaniste convaincu qui observe notre monde avec son prisme, celui de ses idées élevées et son cœur d'enfant. C'est justement avec ce cœur d'enfant et ses convictions de fer que, ministre de la Justice, il a mené une guerre sans merci contre la peine capitale pour affirmer son amour de la vie, son amour du vivant, et pour rappeler qu'un châtiment ne pourrait se justifier que par sa proximité avec l'amour, l'amour qui corrige, l'amour qui pardonne. Monsieur le ministre, les murs de votre ministère porteront à jamais l'odeur de votre passage, tel un parfum, tel une huile sainte. Brahim Najjar est aussi homme de science, ou bien devrais-je dire qu'il est école, qu'il fait doctrine. Et la doctrine de M. Najjar s'était longtemps étalée au-dessus des pages de la revue trimestrielle de droit civil, du répertoire d'Alloz, du Proche-Orient études juridiques, de la revue de l'arbitrage, entre autres revues et encyclopédies juridiques. Tel le moine qui étale les feuilles d'or autour d'une icône, sa science généreuse et profonde continue à éclairer les juristes libanais, mais aussi les juristes francophones autour de la planète. Monsieur le professeur, votre Excellence, soyez le bienvenu à l'USEC. L'USEC, justement, l'école de l'Esprit Saint, digne héritière de l'école de Aïn Walaqa, où cette petite communauté d'Orient, guidée par ses moines ermites, a su traverser les siècles, renouvelant au sein de cet Orient, parfois si sombre, la foi en Christ et l'attachement à la science et au savoir. L'USEC, que l'Esprit vient de doter d'un nouveau laboureur dans le champ de son école de droit, en cette saison bénite du Saint-Carême, vous êtes, Père doyen Wissam Khouri, une pluie divine qui, j'en suis persuadé, ravivera encore plus la flamme de notre faculté. Bienvenue dans votre maison. Je me réjouis aussi de la présence parmi nous de ma très chère amie et collègue, Madame la Présidente, Dr Maya Fesh Kalam. Madame Kalam, l'infatigable chercheuse et la grande magistrate, de par vos qualités personnelles et scientifiques, vous appartenez désormais à la doctrine commercialiste libanaise la plus autorisée depuis votre participation à la mise à jour du monument encyclopédique que constitue le traité de droit commercial d'Émile Tiyan. Vous êtes aussi la bienvenue. Je remercie également la présence de tous mes collègues, professeurs, doyens, magistrats, avocats. Je salue spécialement également la présence de notre vice-doyenne, Dr Rada Kalam, qui a toujours mené la faculté avec une volonté et une détermination inégalables. Je salue la présence parmi nous aussi de notre collègue poitevin, Monsieur le professeur Paul Giraud. Je salue aussi mes 4 collègues et amis, Dr Céline, Dr Ren, Dr Pshala, Dr Alexandre. Vos encouragements et vos mots sont tout simplement magnifiques. Merci. Merci aussi aux accompagnateurs de son Excellence, Présidente Mirna Kallab, Maître Eli Shahin et les autres avocats de son cabinet. Je salue aussi le soldat de l'ombre, la travailleuse acharnée, Madame Mireille Abed, qui, avec un dévouement inégalable et une action discrète mais permanente, permet à tous les événements scientifiques d'aboutir. Merci Mireille. Donc, démembrement de propriété. Bonjour Laïs, Fadal. Démembrement de propriété, évolution récente, ou bien devrais-je lire révolution récente.
C'est peut-être l'un de nos couteaux suisses du droit, un outil qui connaît plusieurs fonctions et répond aux besoins les plus variés. Il s'applique aux biens les plus immobiles, les biens-fonds et autres droits réels, mais aussi aux biens les plus mobiles, voire même volatiles, les titres boursiers, les droits sociaux et autres valeurs mobilières. Il facilite ainsi la transmission du patrimoine familial, est utilisé comme technique d'optimisation fiscale, de garantie, d'ingénierie financière et de facilitation d'accès au logement. Le démembrement du droit de propriété, technique héritée du droit romain, mais ô combien actuelle, et si quelqu'un doute justement de cet aspect actuel, un simple logage à la jurisprudence française la plus récente suffit à le convaincre du contraire. J'ai pu dénombrer 12 jurisprudences de la Cour de cassation française dans les 6 derniers mois qui touchent directement à cette question de démembrement du droit de propriété. Je ne veux pas tout lire, je vais me contenter de lire quelques-uns. Donc, le premier est de la Cour de cassation, chambre commerciale de novembre 2022. La cession de l'usufruit de droits sociaux n'emporte pas mutation de la propriété des dits droits et n'est pas donc soumis au droit d'enregistrement applicable à de telles cessions. La Chambre civile, troisième, déduit également de l'article 913 du Code civil qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi et que donc la libéralité faite par démembrement de propriété hors part successorale doit s'imputer sur la quotité disponible. Voilà donc quelques-uns de ces jurisprudences les plus récentes. Et que devrais-je dire du démembrement des droits sociaux et autres titres financiers, notamment en matière de titrisation des actifs de l'entreprise, de fiducie, de waqf? Que devrais-je penser de ces notions emportées récemment du droit anglo-saxon, notamment cette distinction entre la propriété légale, legal ownership, et la propriété économique, beneficial ownership? Doit-on classer toutes ces notions sous l'angle du démembrement de la propriété? Ce sont surtout nos deux valeureux invités qui répondront à ces questions. Mais d'abord, je cède la parole à son Excellence, Monsieur le ministre Brahim Najjar. Révérend Père doyen, Madame le vice-doyen, Monsieur le Président Gabi Chari, Madame la Présidente Maya Hafej Karam, Messieurs les Présidents, Messieurs les professeurs, chers confrères, chers collègues, chers amis et Messieurs de l'assistance. D'abord, laissez-moi vous dire que je soupçonne le président Chahine d'avoir provoqué cette réunion pour me redonner goût à la fréquentation de l'Université Saint-Esprit. C'est une manœuvre loyale. C'est une manœuvre qui montre à quel point, ici, les murs ont une mémoire et qui montre à quel point le président Chahine, combien son cœur est immense. Monsieur le doyen, révérend Père, ce que vous ne savez pas, vous n'étiez peut-être pas encore né, je n'en sais rien, c'est que j'ai passé dans ces murs
l'une des plus belles périodes de ma jeunesse. Dans les années 76-77, lorsque nous avons, à l'occasion de l'organisation d'un congrès des moines maronites et libanais, nous avons mis en chantier une discussion polyvalente sur le Liban. Quel Liban? Quel Liban voulons-nous? Quel Liban va rester fidèle à nos valeurs, à notre patrimoine, à notre culture, à notre histoire? Je n'oublierai jamais les murs du réfectoire qui sont à côté, qui nous accueillaient, une grande pléiade de penseurs et de politiciens libanais. Je ne veux pas les nommer parce que je risque d'en oublier, mais il y en avait des plus immenses. Des penseurs qui ont fait la culture politique dans ce pays, une culture respectueuse de la hiérarchie des normes, de la Constitution, des impératifs du régime libanais et des libertés fondamentales. Ces travaux, je sais qu'ils existent encore. Il y a beaucoup d'archives chez vous et j'ai conservé pas mal d'archives sur ces travaux. Je les ai prêtés pour la scanographie au service du père Karzel, qui, soit dit en passant, est un père absolument merveilleux, qui tient beaucoup, lui aussi, à la mémoire de ce pays et qui conserve encore dans ses tiroirs des projets merveilleux pour que jamais plus nous ne puissions oublier. Donc, merci à l'Université Saint-Esprit. Merci, révérend Père doyen. Merci, Monsieur le Président Chahine. Merci, Madame la Présidente. Merci de l'assistance qui me fait l'honneur de venir. Je ne sais pas de quoi elle est composée. Je présume que c'est comme un piano. Chaque note a un son différent. Je ne sais pas si tous sont de culture française. Je ne sais pas si tout le monde est arabophone seulement ou anglophone seulement ou francophone ou les trois ensemble. Mais je vais faire comme si. Je vais simuler l'ignorance pour vous plaire, seulement pour vous plaire. Mesdames, Messieurs, c'est un grand bonheur pour moi de parler droit. De parler droit dans un Liban en furie. J'allais dire en dégénérescence. De parler droit dans l'ancêtre de cette université. Et je sais que je peux ici m'exprimer sans entrer dans trop de détails. Du reste, le président Chahine a consulté pour nous tous le lexis de l'index de la Cour de cassation française. Il en a tiré 6 arrêts de la première chambre et de la troisième chambre. Il nous a fait part justement de cette règle absolument consacrée depuis des lustres. La réserve successorale doit être en pleine propriété. Et puis vous avez évoqué autre chose. Les droits d'enregistrement ne s'appliquent pas à la cession de l'usufruit des actions de société. Et je m'empresse de vous dire
Et retenez-le, messieurs les étudiants, messieurs les juges, soit dit en passant, les impératifs d'ordre fiscal ne peuvent pas oblitérer les règles fondamentales du Code civil. La fiscalité est une chose, les règles de droit sont une toute autre. Ceci dit, je rends hommage à votre souci de l'excellence et je vous dois quelques précisions. Mesdames, Messieurs, cette rencontre est due à une conjonction de circonstances. Initialement, le président Chahine voulait mettre en valeur la thèse d'un excellent professeur que vous avez, M. Bchar Akara. Cette thèse porte sur le WAF. Et si j'ai bien compris, M. Karam avait commencé par faire cette thèse avec M. le professeur ici présent, Georges Naffar. Et puis, le destin a voulu que les voies et moyens des thésards varient selon les cheminements de leur patron. Et finalement, c'est une excellente thèse que le président Gabi Chahine a voulu mettre en valeur ici. Et pour parler de cette thèse, il m'avait demandé de participer à ce panel. Et donc, je me suis dit, parler du WAF en ces temps au Liban serait insuffisant. Il faut élever le débat. Le WAF, en définitive, n'est qu'un démembrement du droit de la propriété. Et c'est un démembrement extrêmement instructif. Et donc, il vaut mieux s'attaquer au démembrement du droit de la propriété dans leur ensemble, plutôt que de consacrer toute une séance à étudier le WAF, dont la transmission reste à étudier, avec tout son cortège d'arrêts rendus par la Cour de cassation libanaise, toutes chambres réunies. Je suis donc beaucoup plus à l'aise en parlant d'un sujet qui pourrait être d'actualité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ajouté ce sous-titre, Évolution ou révolution, récente. Le mot de récente ici est de trop. Qu'est-ce qu'une évolution récente? Qu'est-ce qu'une révolution récente dans le domaine du droit? Un point parmi d'autres dans cette lignée de succession de législation et d'innovation. Donc, laissez-moi vous dire que c'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de relativité, que j'aimerais vous dire que nous allons parler des démembrements de la propriété, mais attention, n'allez pas croire que tout sera absolument nouveau, n'allez pas croire que tout sera utile. Mesdames, Messieurs, les démembrements de la propriété, à l'heure où je vous parle, posent ou risquent de poser des problèmes immenses pour ce qui concerne ce qu'on appelle le métaverse, ou les bitcoins, ou les NFT, ou la crypto-monnaie en général.
les NFT, c'est les non-fungible tokens, c'est-à-dire les choses non fongibles, pour dire les choses simplement. Et je me suis posé la question avant de venir ici, de savoir si on peut inclure ces catégories nouvelles, notamment la crypto-monnaie et la représentation des choses non fongibles dans le métaverse, si on peut les inclure dans le domaine des démembrement de la propriété. La réponse est négative. Ni le métaverse n'est une propriété, ni les bitcoins, ni les NFT, ni la crypto-monnaie. En réalité, les NFT, les non-fungible tokens, c'est tout simplement une représentation d'une propriété, mais enregistrée sur ce qu'on appelle la blockchain, c'est-à-dire une suite ininterrompue d'inscription et d'enregistrement. La blockchain permet d'identifier les différents titulaires du droit de propriété des bitcoins ou de la crypto-monnaie. Donc, nous ne sommes pas dans le domaine des démembrements de la propriété. Nous sommes dans le domaine de la sécurisation de la propriété qui vise à les enregistrer sur cette fameuse blockchain. Évidemment, chaque époque, chaque période, chaque siècle a ses nouvelles catégories juridiques, économiques, mais le plus souvent, ces propriétés nouvelles apparaissent grâce au progrès technologique. Aujourd'hui, grâce à la mise en circulation de l'Internet, nous voyons surgir un certain nombre de nouvelles formes de propriété, de nouvelles formes d'utilisation de la communication, de la propriété intellectuelle, de la propriété qui vise à identifier tel ou tel communicant. Au moyen terme, au Moyen Âge, au Liban, puis au XVIIIe siècle, ce sont les progrès technologiques qui ont fait la fortune de certaines familles libanaises, qui ont permis notamment aux Maronites de prendre le dessus sur les Druzes grâce à l'utilisation de la soie et des débouchés lyonnais et français en général. En France, il y a eu l'invention de la colle qui, dans les Moyen Âge, a permis de fixer la peinture et qui a fait la fortune de la peinture belge, puis hollandaise. Très au début de notre ère, c'est les Phéniciens, grâce à l'invention, à certains produits de la mer, ils ont trouvé des teintures qu'ils ont utilisées, et grâce à ces teintures, ils ont fait le commerce dans tout le terrain, dans tout le bassin méditerranéen. Je veux dire par là que la technologie est source de création non seulement de valeur économique, mais aussi d'une représentation juridique. Mesdames, Messieurs, en ce qui concerne les démembrements de la propriété, il y a un phénomène d'évolution, il y a un phénomène de révolution. Pour ce qui est de l'évolution, il faut savoir que l'Empire ottoman avait été sous influence germanique. Pendant longtemps, la codification ottomane a été sous inspiration du droit allemand.
Le droit allemand, à la différence du droit français, connaît le patrimoine d'affectation. En France, depuis Aubriero, on répète à qui veut l'entendre, pas de personne sans patrimoine, pas de patrimoine sans personne. Le patrimoine est la projection juridique de la personne humaine. Eh bien, ceci suppose l'unité du patrimoine, l'unité du droit de gage général des créanciers, l'unité de l'assiette des biens du débiteur qui permet au créancier d'avoir un certain nombre de recours contre son patrimoine. Cela n'est pas le cas en droit anglo-saxon, cela n'a pas été le cas en droit allemand, et lorsque le législateur ottoman a adopté la loi de 1912 sur la transmission des biens amiri et mawqoufi, il a appliqué le droit allemand. De sorte que la loi sur les waqf de 1947 n'a pas réglementé la transmission des biens mawqoufi. Elle a réglementé istiblal waqf ou inha al-waqf. Et comment indemniser les uns et les autres selon quelle procédure. Mais c'est la loi de 1912 qui continue de régir la transmission des biens amiri et mawqoufi. C'est cette loi de 1912 que nous avons adoptée en 1959, plus ou moins, après certaines tentatives de corriger cette loi qui se sont avérées fâcheuses, la loi de 1959 sur les successions des non-musulmans. En fait, la fiducie romaine, qui était conçue au départ pour permettre aux guerriers d'aller se battre à l'étranger, mais de confier pendant leur absence leurs biens à un trustee, c'est-à-dire à une personne de confiance. Elle leur confiait ses biens en lui disant, ça c'est la letter of wishes, en lui disant, voilà, ce sont les biens que je possède, ce sont les biens dont je suis propriétaire, je vous suggère, je vous demande, je suis d'avis, letter of wishes, et non pas une sanction absolument directe. Je souhaite que ces biens appartiennent à l'un ou l'autre des membres de ma famille, à mon aîné, ou bien à mon épouse, ou bien à mon ami. Si jamais un jour je ne reviens pas, vous êtes le dépositaire, vous êtes l'homme de confiance en qui je mets ces biens, entre les mains de qui je mets ces biens, vous les remettrez selon mon bon vouloir et selon mon désir. C'est ce trust qui a fait du trustee qu'il est le propriétaire d'une equitable property. Et c'est le beneficiary qui est celui que M. le Président Chahine vous a indiqué tout à l'heure, c'est lui qui est finalement le bénéficiaire de tout cela et que nous retrouvons aujourd'hui dans le droit des sociétés, parce qu'au registre de commerce, on exige, selon la législation la plus récente, qu'on indique quel est le bénéficiaire économique des entités du droit commercial. En fait, ce passage par le droit ottoman, et donc le droit allemand, et donc le droit romain, a fait que nous avons reçu au Liban, sans le vouloir, et alors même que le Code des obligations et des contrats a consacré la théorie d'Obriero, nous avons reçu aussi la notion de patrimoine d'affectation. Ceci a été repris au Liban par l'article 51 de la loi du 23 juin 1959 sur les successions des non-musulmans, qui
qui autorise, dans certains cas, l'immobilisation des biens pour servir en faveur de certains héritiers. C'est une exception à la transmission automatique des biens de la succession. Mais c'est une exception permise. Dans le droit des libéralités, je dois vous signaler, mesdames, messieurs, qu'il y a une catégorie que nous oublions, qui n'est pas très pratiquée, mais qui existe en droit. Ce sont les souvenirs de famille. C'est-à-dire, c'est un ensemble de biens, de lettres, de portraits, de décorations, qui appartiennent aux défunts et qui font qu'il y a une sorte de muséologie familiale, une certaine iconographie familiale qu'on veut transmettre à certains de ses héritiers pour qu'ils la conservent et la transmettent à leur tour aux générations à venir. Il y a donc immobilisation par une forme qui est connue du droit civil, qui fait que celui qui reçoit ces biens n'en est que le dépositaire. Il n'en est pas le propriétaire. Il ne peut pas vendre ses biens. Il ne peut pas en disposer. Il est comme dans une famille nobiliaire, un noble qui conserve le tout dans le but de transmettre aux générations à venir. Souvent, ce sont les aînés des garçons qui ont en charge la possibilité de garder tous ces biens pour les transmettre. Il y a aussi, à côté de ces cas de patrimoine d'affectation, il y a ce qu'on appelle les substitutions, c'est-à-dire les biens qui sont grevés d'inaliénabilité. Je ne veux pas entrer dans les détails, je veux tout de suite vous dire qu'il y a surtout ce qu'on appelle la fiducie. En 1996, nous avons créé au Liban, dans le cadre de la Banque centrale, nous avons créé un modèle qui a été consacré par une loi et que nous avons appelé le contrat ou les contrats fiduciaires. Pourquoi? Ceci est très important en matière de patrimoine d'affectation. Vous savez que le secret bancaire, qui date de 1956, avait fait la fortune du Liban. Mais à cette époque, dans les années 90, les banques avaient déjà mauvaise réputation. Alors, on voulait fidéliser les Arabes, on voulait fidéliser les déposants libanais. Alors nous avons pensé avec Nasser Saïdi, qui était vice-gouverneur de la Banque centrale et qui est, soit dit en passant, un élève de Milton Friedman, qui est prix Nobel d'économie. Avec Nasser Saïdi, nous avons pensé créer un corps législatif qui consacrerait l'existence au Liban des contrats fiduciaires. Qu'est-ce que les contrats fiduciaires? Le contrat fiduciaire est un contrat en vertu duquel on place de l'argent dans une banque à condition qu'il n'entre pas dans le bilan de la banque. La banque n'en est que la dépositaire, que le dépositaire. Elle n'a pas le droit d'en disposer. Autrement dit, l'argent ou les montants ou les biens qui sont mis dans le contrat fiduciaire ne se confondent pas avec les biens fongibles en espèces ou non de la banque. Ces biens restent off-balance sheet. Ils restent en dehors du bilan. Donc si la banque fait faillite, ces biens restent à l'écart de toute possibilité de les atteindre de la part des créanciers. On a donc séparé le patrimoine de la banque
du fonds fiduciaire. Et on a donné cette possibilité aux banques ou à d'autres intervenants du secteur économique. On leur a donné la possibilité de gérer ces portefeuilles de contrats fiduciaires. À l'époque, la France se débattait, ne savait pas quoi faire. Faut-il ou non consacrer les contrats fiduciaires? Quel genre de contrat fiduciaire? Et si la France consacre le contrat fiduciaire, qu'est-ce que nous allons faire de la fameuse théorie de Briero? Pas de personnalité sans patrimoine, pas de patrimoine sans personnalité. Le patrimoine est la projection juridique de la personne humaine. Il faut faire quelque chose. Et là, je crois avoir été pour quelque chose en publiant dans le recueil de la revue Jolie Bourse un article qui reprend en partie ce que j'avais publié au Liban en montrant que la notion de contrat fiduciaire est compatible avec la notion d'unité du patrimoine. Et en effet, en 2007, la France a accepté d'intégrer dans le Code civil, rien moins que le Code civil, la notion de contrat de fiducie, mais à condition que la fiducie ne soit utilisée que pour la gestion de portefeuille, qu'elle ne soit pas utilisée pour consentir des libéralités aux enfants ou aux petits-enfants. Ça, c'était une véritable révolution en droit français. Le droit français qui tient absolument à la théorie de l'unité du patrimoine avait difficilement la possibilité d'arriver à cette fin. Et pourtant, cela a été consacré et la loi sur les contrats fiduciaires au Liban a pu donc avoir son petit chemin vers la législation française. Entre-temps, le Liban faisait non plus œuvre d'évolution, mais de révolution. Et là, j'ai 3-4 exemples à vous dire pour ne pas faire très long. Le président Chahine a parlé de titrisation. Ce n'était pas seulement un mot que vous avez prononcé. La titrisation a commencé au Liban lorsque la banque BMO s'est trouvée, à cause de la dégénérescence des structures bancaires et de l'évaporation de la valeur de la monnaie nationale, elle s'est trouvée avec un paquet de billets à ordre et d'effets de commerce qui ne valaient plus rien. C'était devenu des junk bonds. Des junk bonds, c'est-à-dire des créances douteuses, voire même des créances qui risquent de ne pas aboutir à une satisfaction pour les créanciers. Alors on a titrisé ces effets de commerce et ces billets à ordre. On a créé un fonds spécial parallèle aux biens de la banque. On a créé un fonds commun de placement. Il y a eu un gérant de ce fonds et on a vendu des parts de ce fonds. Et donc ici, la notion de bien d'affectation a pu être dans le commerce et faire l'objet d'opérations intéressantes parce que aujourd'hui, par exemple, les sociétés qui ont été initiées ou encouragées par la Banque du Liban pour que les nouveaux venus puissent démarrer, beaucoup de personnes estiment qu'il faut investir dans ces sociétés qui risquent d'émerger un jour et de devenir importantes. C'était la même chose. Acheter des parts de ces junk bonds
était un pari sur l'avenir. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez parier sur l'avenir en achetant les livres libanaises et en vous disant que peut-être l'avenir du Liban sera comme en Irak. Un jour ou l'autre, la livre libanaise finira par retrouver une valeur déterminée. À côté de cette titrisation, il y a eu quelque chose de très important que vous ne connaissez peut-être pas, mais moi j'ai eu l'occasion d'en savoir plus long parce que j'ai été comme expert dans un arbitrage international sur ces questions. C'est les fameuses sociétés Touch et Alpha. MIC 1, MIC 2, MIC 1, MIC 2. En réalité, la propriété des lignes téléphoniques, de la concession de la téléphonie mobile, appartient à l'État libanais. Il n'a pas pu céder la propriété de ces lignes téléphoniques. Qu'est-ce qu'il a fait l'État libanais? Eh bien, il a eu recours à une entourloupe, à une facétie, à un patrimoine d'affectation. On a créé des sociétés bidons pour gérer les lignes téléphoniques de l'État libanais. On les a appelées MIC 1, MIC 2, et on les a vendues. Non pas, on n'a pas aliéné la propriété des biens, mais on a cédé la possibilité de les gérer, et cela aboutit au fonctionnement que vous savez. Au Koweït appartient la gestion d'une téléphonique, enfin cellulaire, et à d'autres sociétés comme la France. Alpha, je crois que c'est Bouygues. C'est Bouygues, oui. Et c'est l'autre société qui appartient dans sa gestion à un certain nombre d'investisseurs étrangers. Puis récemment, il y a quelques jours, nous avons eu droit dans les nouvelles à un projet, à une proposition de loi introduite par 3 députés. En arabe, elle a été intitulée قانون المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة. Cette proposition de loi tente de tranquilliser l'opinion publique pour que l'opinion publique ne craigne pas qu'on dilapide les biens de l'État. Et donc de créer un fonds souverain, comme le fonds qui s'attache à la gestion de la richesse pétrolière du Liban, un fonds qui pourrait gérer les revenus des biens, certains biens de l'État, pour essayer d'indemniser les déposants auprès des banques libanaises. Mais peu importe ce que sera ce projet, seulement l'idée est que on est en train de séparer la gestion de biens, ses revenus, on sépare l'usus et le fructus de l'abusus pour qu'on crée une richesse. Et je crois que c'est surtout vers cette richesse que lorgnait le président Chahine en nous disant « Mais le WAF, c'est important. Le WAF, c'est une richesse. Le WAF, il faut s'attaquer à ses revenus. » Mais je me demande, quels revenus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des revenus? Est-ce qu'il y a encore des propriétés au Liban? Mesdames, Messieurs, j'ai été trop long. Je suis soucieux de voir que certains d'entre vous ont gardé le sourire. Cela est déjà pour moi une grande récompense. Je vous remercie de tout mon cœur.
Merci, monsieur le professeur. Eh bien, j'aimerais justement enchaîner sur cette même question de fiducie, parce que nous accueillons parmi nous un collègue poitevin, professeur Paul Giraud, qui a eu l'aimabilité et la gentillesse de me proposer un certain nombre de questions à vous poser. Donc, il est là. Voilà. Donc, en droit français, la fiducie doit nécessairement s'effectuer à titre onéreux, moyennant donc une contrepartie. La fiducie procédant d'une intention libérale, la fiducie libéralité étant prohibée à peine de nullité. Qu'en est-il en droit libanais? Et appelez-vous de vos voeux en France une fiducie libéralité? C'est une question. Qu'en pensez-vous, monsieur Giraud? Retour à la case départ. Excellence, je vous remercie pour ce boomerang qui me revient. La fiducie libéralité aura évidemment un intérêt dans les hypothèses que vous avez vous-même évoquées et qui permettent notamment de constituer un patrimoine différent et protégé. Néanmoins, dès le début de nos échanges, nous avons placé notre débat notamment sous l'angle fiscal et la fiducie libéralité pose une question de droit de mutation évoquée par le président Chahine indirectement qui me fait m'interroger. Je ne prétends pas avoir une position arrêtée, mais cette fiducie libéralité, je comprends bien les raisons du législateur français pour ne pas l'accepter, et c'est ces raisons fiscales qui me font comprendre ce refus, mais j'aurais été très heureux d'avoir votre avis sur cette question. Écoutez, puisque vous avez l'élégance de me renvoyer l'ascenseur, venez donc avec moi. Monsieur, le droit français des successions et des libéralités est un droit extrêmement frileux pour tout ce qui concerne les violations de la notion d'égalité successorale. Le droit français est un droit très interventionniste en matière familiale. Les réserves du droit français des successions sont extrêmement rigoureuses. Les notions de rapport et de réduction sont traitées dans le détail dans le Code civil. Elles ne le sont pas en droit libanais. Nous n'avons rien dans nos lois au Liban qui réglemente les rapports et les réductions. Le droit libanais est beaucoup plus laxiste que le droit français. Il faut dire que le droit musulman est extrêmement libéral. On peut déshériter sa famille en droit musulman en procédant à des libéralités entre vifs, en ayant recours à des procurations post-mortem. Le droit français ne connaît même pas la notion de legs déguisé. Donc, si j'ai fait état d'une hésitation du droit français dans les années 2000, c'est parce que j'ai participé d'assez près, avec mon ami Philippe Merle, à la réflexion sur la fiducie en droit français. Philippe Merle faisait partie de la commission chargée de rédiger un rapport sur l'adoption possible de la fiducie en France. Nous avons beaucoup discuté. Et la France avait peur qu'en adoptant la fiducie, on en vienne à autoriser les libéralités non sanctionnées
par la nullité ou par la réduction. C'est pour cela, et c'est une chose absolument aberrante, que l'article 2011 et suivant du Code civil qui réglemente la fiducie sanctionne par la nullité la fiducie libéralité. C'est une chose tout à fait peu commune en droit français. Et donc, le droit français est un ensemble qui doit être interprété de manière cohérente. On ne peut pas faire en sorte de tirer les ficelles ici ou là. La France est un pays qui réglemente par voie de législation. Ici, on réglemente par voie d'usage et de coutume, même si elles sont contralégiales parfois. Alors, pour répondre à la question de M. le Président, le Liban a consacré la notion de contrat de fiducie tout en consacrant la notion de secret bancaire. Autrement dit, un contrat fiduciaire appartenant à 2 titulaires ou plus est régi par le secret bancaire absolu. Les héritiers ne peuvent pas demander la levée du secret bancaire. Par conséquent, c'est le moyen le plus extravagant de violer la totalité des règles successorales. Tant et si bien, M. Giraud, que les Arabes, qui sont régis par le droit musulman, par le Shara' hanafite pour la plupart, venaient au Liban déposer leur argent dans les banques libanaises pour échapper aux règles successorales musulmanes. La wasiyya li warith, la tasahhu al-wasiyya illa min sulus tarika. La wasiyya li warith, pas de legs à un héritier. Figurez-vous. Et donc, la notion de réserve et de quotité disponible en droit libanais ne vaut que pour les imbéciles. Si on prend la peine de regarder un peu de plus près, toutes les dispositions peuvent être violées. Et donc, la réponse à M. le Président, oui, le contrat fiduciaire peut profiter à n'importe qui. Très bien. Si nous revenons vers quelque chose de beaucoup plus classique, et notamment sur la question des droits réels. Les droits réels qui connaissent justement un numerus clausus. Et la question est de savoir si dans le contexte de l'évolution socio-économique constante, est-ce que vous constatez que la liste des droits réels principaux prédéterminés par le législateur libanais est encore suffisante? Ou bien faudra-t-il l'élargir pour accueillir justement des notions nouvelles? Monsieur le Président, vous êtes extrêmement pertinent. Vos questions sont utiles. Je m'en félicite. Les démembrements prévus par le Code foncier au Liban, les démembrements de la propriété, sont limitativement énumérés. On ne peut pas créer de nouveaux démembrements de droits de propriété. L'Ijaratayn, l'Ijarat Tawili, la promesse de vente, la pacte de préférence, l'usufruit, etc. Ce sont des règles qui sont consacrées par le Code foncier et ce sont des règles qui sont intouchables. On ne peut pas créer des droits immobiliers nouveaux. Déjà, les biens amiriyés, Monsieur Giraud, vous savez qu'est-ce que c'est que les biens amiriyés? Ce sont des biens qui appartenaient à l'émir.
C'est comme en France, au Moyen-Âge, il y avait le domaine éminent et le domaine utile. Le titre et l'émolument. L'émir continue de posséder ces terres, mais le tasarruf, haqq tasarruf, c'est-à-dire le droit d'en disposer, appartient à d'autres titulaires. C'est un autre démembrement du droit de la propriété. Et ce démembrement provient du droit ottoman. Récemment, quand j'étais au ministère de la Justice, il y a une éternité, n'est-ce pas, Monsieur le Président? J'ai eu des propositions visant à assimiler les biens amériés aux biens mulk, c'est-à-dire les biens en pleine propriété. Savez-vous pourquoi? Parce que les biens amériés sont régis au Liban pour les musulmans par une loi ottomane qui ne fait aucune distinction entre les sexes et qui transmet la succession de manière égalitaire. Alors, ils ont voulu assimiler les biens amériés au même mulk, tout simplement pour déshériter certains biens, ou au contraire, pour donner un héritage à d'autres personnes de la famille. Mais c'est un autre démembrement aussi, ce haqq al-tasarruf. Mais ce haqq al-tasarruf est inscrit dans le code de la propriété foncière. Donc on ne peut pas, à mon avis, on peut gérer les différentes modalités de l'usufruit. On peut créer un usufruit des créances. Il y a un très bel article à la revue trimestrielle de droit civil sur l'usufruit des créances. Et on peut utiliser cet usufruit pour créer des richesses, des parts de fonds communs de placement. Mais je ne pense pas qu'on puisse introduire de nouveaux démembrements au droit de propriété lui-même. Il n'y a qu'à regarder au registre foncier, Sahif al-Aini. Tout est indiqué de manière extrêmement précise. Parfait. Donc, ma question s'adresse maintenant à ma collègue présidente Maya Feish. Avec la réforme du Code de commerce de 2019, nous avons eu droit à une réglementation assez détaillée concernant la répartition des droits relatifs justement aux droits sociaux entre nus propriétaires et usufruitiers. J'aimerais justement que vous puissiez nous expliquer sommairement cette réglementation et nous donner une petite évaluation de sa valeur. Oui, c'est toujours un plaisir de vous écouter, Excellence. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Pas vraiment, non. J'étais à la filière. Bon. Pour revenir sur votre question, eh bien évidemment, comme on le sait, le législateur libanais a fait une réforme en 2019 du droit de commerce. Et l'une des réformes majeures que je considère qu'il fallait faire depuis longtemps, c'est d'introduire le démembrement de propriété de l'action. Je ne parlerai pas de valeur mobilière, je serai fidèle au texte et parler de démembrement de propriété et notamment de l'action. Bien avant 2019, il y a des avis qui ont dit qu'on pouvait toujours créer un usufruit sur l'action, mais on ne sait pas le fondement. On faisait toujours référence au droit français qui, à mes yeux, est un peu loin du droit libanais, puisque le droit français avait parlé de l'usufruit dans le Code civil, contrairement au droit libanais qui ne connaît pas ça dans le COC. Tout le monde connaît bien le droit d'usufruit, mais l'usufruit est un droit de propriété immobilière. Il est prévu dans la décision 3339 de 1930. Donc, le droit d'usufruit, il est prévu pour les biens immobiliers et il est réglementé notamment
cette décision et non pas par le Code civil. Pour revenir au Code de commerce, le législateur qui a introduit ce droit, il a essayé, et je pense qu'il l'a fait à la va-vite, il a essayé de réglementer, mais de façon très brève, l'usufruit de l'action. Et c'est ça que les grandes problématiques se posent. Il y a juste 4 articles qui parlent de cet usufruit et de la répartition à titre subsidiaire des droits entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Si l'on revient de façon très brève sur les articles 116, 118, 121 et 146 et 205 du Code de commerce, l'on voit que la majorité des droits sont attribués au nu propriétaire. Le seul droit attribué à l'usufruitier, c'est le droit de participer aux assemblées générales ordinaires, et non pas bien entendu extraordinaires, qui est réservé aux nus propriétaires. Donc c'est à travers ces articles que la réglementation a été faite. Rien n'a été prévu, par exemple, notamment sur la question de l'extinction de ce droit. Quel droit doit-on appliquer? Est-ce qu'on applique le droit prévu pour les biens immobiliers, ou bien qu'est-ce qu'on fait? Le législateur libanais a prévu dans l'article 116 la possibilité d'arranger, il a consacré le principe de la liberté contractuelle, laissant aux nus propriétaires et à l'usufruitier le droit d'organiser leurs droits de façon libre. Mais quelle serait la limite de cette organisation? Pourra-t-on tout, par exemple, donner aux nus propriétaires? Pourra-t-on donner le droit de vote dans toutes les assemblées? Et alors, dans ce cas-là, on évince l'usufruitier. Quelle sera l'utilité alors à ce moment-là de l'usufruit? C'est bon, je continue. Est-ce que vous me permettez d'ajouter un petit grain de sable? Justement, pour parler de ces actions et de leur démembrement, je dois évoquer avec vous les actions de solidaires, ce qu'on appelle les GDR et les ADR. Solidaire est une compagnie immobilière libanaise qui s'occupe de la reconstruction du centre de Beyrouth. Elle s'écrit, le nom s'écrit S-O-L-I-D-E, accent grave, R-E. Rien de très solidaire, donc. Eh bien, étant donné que le droit libanais est extrêmement regardant sur l'acquisition de la propriété immobilière par des étrangers au Liban, les actions solidaires ne peuvent pas être vendues à des étrangers, sauf autorisation prise au Conseil des ministres. Les marchés ont créé ces deux catégories de GDR et ADR, selon que ce soit émis à Londres, GDR, ou ailleurs, ADR. Ils ont créé une sorte de démembrement de cette action pour créer un marché, un véritable marché qui est corrélé au marché des actions libanaises. Autrement dit, on peut acheter à Londres, sur le marché londonien, avec les commodities des GDR, être propriétaire d'un GDR, mais en réalité, ce n'est qu'un trust, ce n'est qu'un fonds corrélé aux actions immobilières libanaises et qui permet à des non-libanais d'acquérir des biens à l'étranger.
Voilà. Alors ça peut être... La question, est-ce qu'il est actionnaire ou non? Il n'a pas le droit de vote. Il n'a pas le droit de vote. C'est un vase clos. C'est un marché financier. C'est comme les options. Ce qu'on appelle en anglais aussi les warrants. Les warrants, selon la durée des options. C'est le droit d'acheter un droit. Au lieu que vous achetiez des actions Boeing, vous achetez une option qui consiste à pouvoir acheter une action Boeing. Vous versez 10%, c'est le premium. Moyennant ce premium, avec 100, vous pouvez acheter 1000, et avec 1000, vous pouvez acheter 100 000. C'est l'effet de levier, leverage. C'est ce qu'on appelle le marché des actions, mais qui sont liées à des options, lesquelles aboutissent par l'effet de levier à lever des fonds immenses. Et au Liban, nous n'avons pas ça à la bourse de Beyrouth, parce que c'est un petit marché de rien du tout. Mais dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle le marché des options, qui suppose ce qu'on appelle aussi une couverture, les collatérales. Les collatérales qui sont le prix qu'il faut laisser en garantie pour que si jamais l'action pique du nez, on puisse piocher dans ce collatéral. Juste notamment pour revenir à la question de solidaire, l'on se pose la question, c'est peut-être à travers le démembrement de propriété, peut-on contourner ces droits, ces lois d'ordre public, je dirais, qui interdit à un étranger d'acquérir des actions, de devenir directement actionnaire? Je pense que c'est là où se pose aussi une question. Est-ce que l'usufruitier a-t-il la qualité d'actionnaire dans la société? Là, le droit français se balance, mais jusqu'à présent, la Cour de cassation considère que l'usufruitier ne peut être considéré comme actionnaire. Or, en revanche, il pourra exercer beaucoup de prérogatives d'actionnaire dans la société. Donc s'il n'est pas qualifié d'actionnaire, mais en même temps, il exerce ses prérogatives, n'est-ce pas un moyen de contourner la loi, non? Parfaitement. D'ailleurs, si on continue justement dans cette même lignée d'idées, on remarque qu'avec la loi de 2019, l'usufruitier a parfois moins de droits qu'un tiers par rapport à la société. C'est le cas où, voilà, par exemple, dans l'ouverture du conseil d'administration à des tiers étrangers, professionnels, étrangers à la société, mais justement la fermeture de ce même conseil face aux usufruitiers qui souhaitent y siéger. Donc, est-ce que finalement cette réforme n'était pas un tout petit peu active dans son contenu et dans ses effets? Oui, tout à fait. Je vous ai dit déjà que c'était une réforme qui est une révolution, à mon avis, mais qui exige beaucoup d'évolution pour la mettre sur la ligne, pour pouvoir être plus utile et plus pratique pour les usagers du droit de commerce. Parce que finalement, il y a beaucoup de failles dans ce code. Et c'est là qu'il est impératif que le législateur intervienne à nouveau pour faire une réforme, pour pouvoir aboutir à un droit d'usufruit qui soit clair, à un démembrement de propriété où les droits de l'usufruitier sont organisés et ceux du nu propriétaire sont désignés. Je dois vous dire que quand vous parlez du législateur au Liban, c'est comme lorsque vous parlez du maréchal toujours absent de son fauteuil. Le législateur au Liban fonctionne au ralenti. C'est une sorte de stroboscopie judiciaire ou juridique.
parce que la pratique libanaise a souvent dépassé de loin et devancé la législation. Prenez par exemple le leasing. Nous avions proposé un leasing immobilier pour permettre aux personnes désireuses d'acquérir un bien immobilier de résoudre la question du logement. Au lieu de payer un loyer, on paye un acompte sur le prix de l'appartement. Ça n'a jamais été approuvé par le Parlement. Mais la pratique de tous les jours aujourd'hui connaît le leasing immobilier. On appelle cela location avec option d'achat. Donc, quand vous demandez une réforme, je dois vous dire aussi, pour être honnête, je voulais faire une réforme du Code de commerce, parce que nous avons fait une réforme du Code des obligations et des contrats que nous avons publié, avec d'ailleurs Pierre Catala et d'autres. J'ai fait recenser combien de projets y a-t-il en matière de réforme du Code de commerce. En 2010, il y avait dans les tiroirs des différents ministères du Parlement, de la Banque centrale et autres, 76 projets de réforme du Code de commerce. 76 projets de réforme. Aucune réforme n'avait abouti et je suis vraiment admiratif qu'en 2019, le Code de commerce a pu être modifié. Vraiment, je vous félicite. Justement, on a eu cette occasion à l'USEC d'organiser un colloque portant justement sur cette réforme. Réforme qui, par ailleurs, donc, consacre la question de l'usufruit sans pour autant renvoyer vers un corps unique de règles applicables au démembrement de propriété. Vous avez à juste titre, Président Tafeish, soulevé que finalement cette question de démembrement est une question au Liban qui est réglementée uniquement dans le cadre des droits réels, avec justement en arrière-fond un ensemble de règles héritées du droit osmanli et un ensemble de règles qui sont héritées des traditions locales. Donc, est-ce que avec ce corps de règles-là, nous pouvons imaginer justement la possibilité d'aller vers un démembrement, que ça soit des actions, que ça soit des valeurs mobilières et que ça soit des autres nouveautés. Le professeur Najal a parlé des NFTs, du métaverse, etc. Est-ce que finalement celui qui s'aventure dans un démembrement dans ce cadre-là, est-ce qu'il a une loi à laquelle il va pouvoir se référer pour apporter des réponses concrètes, ou bien est-ce que finalement c'est l'outil contractuel qui à lui seul doit fournir la réponse? Je dirais a priori c'est le contrat. Et il est impératif que l'usufruitier et le nu propriétaire organisent leur relation à travers un contrat qui devra être publié au registre de commerce. Or, la question se pose en revanche en cas de l'inexistence d'un contrat ou bien dans le cadre où le contrat reste insuffisant à gérer toute cette relation. Il y a des questions qui se posent et qui ne sont pas gérées par le contrat. Et c'est là notamment, où est-ce que pourra-t-on trouver la réponse? Est-ce vraiment dans la décision 3339 ou bien où? Eh bien, je ne sais pas la jurisprudence libanaise comment elle va réagir à ces problèmes qui vont être soulevés et qui jusqu'à présent n'ont pas été soulevés. Je ne sais pas, peut-être il y a une décision qui est inédite, mais que je ne connais pas. Mais jusqu'à présent, la jurisprudence libanaise n'a pas eu l'occasion d'attaquer à ce sujet. Mais pour donner une réponse, vraiment, je serais hésitante. Mais à mon avis, il y a une véritable différence de la nature du bien. Et de un,
Et de deux, il y a une différence dans la relation. En ce qui concerne le droit immobilier, il y a une relation bilatérale entre le propriétaire et le nu propriétaire, le nu propriétaire et l'usufruitier. Or, en ce qui concerne le droit des sociétés, il y a une relation tripartite. Il y a toujours la société qui est là. Et il y a des intérêts qui devraient être pris en considération pour gérer cette relation. Pourra-t-on trouver la réponse dans le droit dans la décision 3339 ? Je doute fort, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse, je ne trancherai pas ici. Peut-être j'aurai un jour l'occasion de trancher. Je ne sais pas. Il faut penser. Et on va penser ensemble peut-être. Très bien. Donc, pour revenir un tout petit peu, monsieur le professeur, à la question du waqf, est-ce qu'après l'introduction en 1996 de cette notion de fiducie au Liban, est-ce que le waqf familial peut garder une certaine utilité? N'est-il pas tout simplement une forme de trust à la sauce de la charia islamique, ce fameux waqf familial, le waqf zali? Est-ce qu'on peut le rapprocher du trust? Le waqf est un trust. Est un Il y a deux sortes de trust. Il y a le trust charitable, charitable trust, et il y a le trust familial qui, moyennant une opération triangulaire, c'est-à-dire comme une stipulation pour autrui, les revenus du waqf doivent être distribués aux descendants selon un acte fondateur du waqf. Et cet acte dit exactement qui sont les bénéficiaires. Je pense que ça n'a rien à voir avec le contrat fiduciaire de 1996. Ce sont deux choses différentes. Les contrats fiduciaires sont destinés à fidéliser les investisseurs auprès des banques libanaises et des investisseurs en matière de contrats de gestion de portefeuille. Ça n'a rien à voir avec le waqf proprement. Très bien. Mais malheureusement au Liban, et ça j'ai oublié de vous le dire, les banques libanaises n'ont pas accepté facilement l'instauration des contrats fiduciaires. Parce que quand vous placez de l'argent en banque et que cet argent est inscrit hors bilan, ça n'intéresse pas la banque. La banque veut gonfler son bilan pour montrer qu'elle est comme une tortue qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Voilà. Et c'est comme ça que les banques ont progressivement coupé les ailes à tous ceux qui veulent utiliser le contrat fiduciaire. Mais il existe. Ça existe. Je sais que dans les pays arabes, des banques libanaises, comme la banque Aoudi au Qatar par exemple, a utilisé la notion de contrat fiduciaire pour placer de l'argent au Liban, de la part d'investisseurs qatariens. Mais ça ne répond pas à votre question. Il y a une toute dernière question que j'aimerais adresser justement à mes deux. Allez-y. J'ai une question notamment concernant la sanction de nullité prévue par le législateur. Je m'excuse. La sanction de nullité prévue pour les contrats de fiducie. Est-ce la nullité qu'on connaît en matière civile ou bien c'est une autre nullité? Le spécialiste de votre. Toutes ces nullités dans le droit du commerce, sauf exception, sont en général des nullités relatives. En général. Mais lorsqu'il y a une violation de l'ordre public, évidemment, la nullité peut changer de nature. Mais ceci dit, je dois vous dire ce que je disais tout à l'heure au révérend père doyen. Personnellement, je ne range pas à la même enseigne la nullité d'ordre public et la nullité ou la violation de l'ordre public et la violation des bonnes mœurs. L'ordre public véritable sanctionné par la nullité absolue
c'est les bonnes mœurs, la morale. La nullité, dans ce cas-là, doit être absolue. Mais un dépassement de la réserve successorale ou de la quotité disponible, une simple réduction suffit. تخفيض الهبات التي تتجاوز النصاب الآن. Donc, à mon avis, on ne peut pas superposer jusqu'à éliminer toute distinction entre la nullité d'ordre public et la nullité pour violation des bonnes mœurs. En droit commercial, je suis enclin à penser qu'en général, les intéressés sont surtout soucieux de préserver leur argent, qu'il n'est pas question nécessairement de chercher la morale publique. Au contraire. Pour clore justement ce débat, une toute dernière question à l'adresse de mes deux invités. Alors, ces démembrements récents, est-ce une évolution ou une véritable révolution? Donc, pour répondre directement à votre question, je dirais qu'en matière de droit commercial, il s'agit d'une révolution avec un R entre parenthèses, et ceci en attendant d'enlever les parenthèses. Le législateur doit absolument intervenir à nouveau pour faire évoluer la législation libanaise. Merci. Monsieur le Président, vous êtes un tentateur démoniaque. J'ai envie de vous dire ce que je pense, pas seulement du démembrement, mais de la propriété elle-même. Non, je ne veux pas faire des leçons de morale, ni faire appel aux doctrines communistes ou socialistes ou capitalistes, ça ne m'intéresse pas. Mais sur le plan technique, le droit de propriété est un droit complexe. Il n'y a pas de droit de propriété à l'état pur. Il y a l'usus, le fructus et l'abusus. L'usus en lui-même est un droit de propriété, le droit d'usage. Le fructus, les intérêts, les arrérages, etc., en lui-même est un droit de propriété. L'abusus, bien entendu, c'est le droit de disposition. Donc le droit de propriété est un ensemble de droits de propriété. Mais le droit de propriété est bien en deçà des libertés, de la liberté d'en disposer. La liberté est une prérogative fondamentale qui définit notre dignité, notre éminente dignité d'être humain. La propriété est une dimension, j'allais dire, mercantile, un peu difficile parfois à gérer, susceptible d'abus, sous le contrôle de tous les pourfendeurs des violations de la loi, alors que la liberté, elle, gère les composantes du droit de propriété et reste finalement le maître d'œuvre de l'usage de la propriété. Puissent nos libertés nous appartenir toujours. Amen. Amen et merci. Je vous remercie, je remercie l'audience, je remercie les étudiants, les plus calmes et les moins calmes.